lors de mon dîner de remise de diplôme, mes parents m'ont renié devant tout le monde. Ils pensaient que j'étais anéanti quand je suis parti en silence. Mais je venais de vendre mon travail pour 7,1 millions d'euros. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Je m'appelle Amélie Dubois, et la nuit où ma famille a tenté de m'effacer n'a pas commencé par des cris ou des portes qui claquent. Elle a commencé par une enveloppe blanche glissant sur une nappe en lin, aussi silencieusement qu'un couteau placé à côté d'une assiette. Les gens imaginent toujours la trahison comme quelque chose de bruyant. Dans ma famille, elle était exécutée avec une posture parfaite, une argenterie polie et un sourire répété devant le miroir. Je me souviens encore de l'odeur du salon privé de la maison Belmont ce soir-là, la cire à la lavande, le beurre de truffe et la plus légère trace d'air froid qui m'avait suivi depuis la rue. Mes parents adoraient ce restaurant parce que tout le monde là-bas savait qui ils étaient. Les Dubois, la famille qui faisait des dons, sponsorisait, organisait, la famille qui paraissait impeccable de l'extérieur. Et j'étais la partie du cadre qu'ils auraient toujours souhaité pouvoir rogner. Cette nuit-là était censée être une célébration en mon honneur, avant ma remise de diplôme. Du moins, c'est ce que disait l'invitation du calendrier. Dans ma famille, les invitations n'étaient pas des gestes d'affection. C'étaient des convocations. Vous vous présentez, vous souriez, vous correspondez à l'image. Je suis entré en sachant déjà que quelque chose n'allait pas. Ma mère, Hélène Dubois, avait la main posée sur le bras de mon frère Julien, comme pour l'ancrer à ses côtés. Mon père, Olivier, le magnate de l'immobilier qui traitait les émotions comme un passif, m'a adressé le même hochement de tête qu'à ses employés. Ce hochement de tête qui disait « Tu existes, mais à peine ». Je me suis assise, lissant ma serviette sur mes genoux. Avant même que je puisse lever mon verre d'eau, ma mère a fait signe au serveur. Il s'est avancé, plaçant l'enveloppe devant moi comme s'il livrait une addition. Ma mère l'a poussée délicatement vers moi avec 2 doigts. « C'est pour toi, Amélie, dit-elle, sa voix enrobée de douceur, le genre de douceur qui cache quelque chose d'amer. C'est à ce moment-là que mon instinct m'a murmuré que la soirée n'était pas une célébration. C'était une exécution. Mais voici le point crucial. Voici la partie que vous devez entendre avant que le reste de l'histoire ne se déroule. La nuit où ma famille m'a tendu cette enveloppe, ils croyaient m'avoir enfin réduite au silence. Ils croyaient avoir écrit la dernière phrase de ma vie en tant que leur fille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà commencé à écrire une histoire différente, une histoire qu'ils ne pouvaient pas contrôler, qu'ils ne pouvaient pas effacer. Et la manière silencieuse dont j'ai ouvert cette enveloppe fut le moment où tout ce qu'ils avaient construit commença à se fissurer. Je l'ai prise lentement, laissant le papier lourd se poser dans ma main. Il semblait cher. Bien sûr. Mes parents ne détruiraient jamais quelqu'un avec moins qu'un papier de première qualité. Julien a levé son téléphone très légèrement, prétendant vérifier une notification, mais je savais qu'il m'enregistrait, attendant les larmes, attendant une scène, attendant la preuve dramatique que j'étais l'instable, la difficile, l'intruse. J'ai ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier gaufré. Mes yeux ont suivi les mots, mais c'est mon cœur qui les a compris en premier. Nous, sous-signés, révoquons par la présente tout lien, obligation et association familiale avec Amélie Rose Dubois. C'était signé par eux 3. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas levé les yeux. Parce que la vérité, c'est que cette lettre n'était que la version physique de quelque chose que ma famille avait passé des années à me dire sans l'imprimer. J'avais toujours été celle qui était hors du cadre, celle qui ne correspondait pas à leur récit soigné. Ma mère s'est penchée en avant, son sourire inébranlable. C'est pour le mieux, ma chérie. Il est temps que nous allions tous de l'avant. Mon père a hoché la tête, levant son verre de vin comme pour porter un toast à ma faim. Julien a finalement baissé son téléphone. Il n'avait pas l'air honteux. Il avait l'air satisfait, justifié, comme s'il venait de voir la famille supprimer un bug dans leur système parfait. J'ai plié la lettre une fois, puis une deuxième fois, et je l'ai placée à côté de mon assiette. Merci, ai-je dit. 3 visages ont cligné des yeux vers moi. Merci, ai-je répété, la voix stable. D'être enfin honnête. Ma mère s'est reculée sur son siège. Mon père a froncé les sourcils. Julien me fixait, confus, comme si le script qu'il avait répété ne tenait pas compte du calme. Mais ils ignoraient quelque chose d'important. Je n'étais pas la même Amélie qu'ils avaient passé des années à rabaisser.
Je n'étais pas l'ombre silencieuse travaillant de nuit dans un atelier de réparation informatique pour prouver ma valeur. Je n'étais pas la fille invisible attendant une place à une table qui n'avait jamais été la mienne. En silence, au fil des mois et des années, j'avais construit quelque chose à moi. Quelque chose qui allait changer tout ce qu'il pensait savoir de moi. Mais cette partie de l'histoire vient plus tard. Pour l'instant, c'est ce moment qui comptait. Le moment où j'ai réalisé que perdre ma famille n'était pas la tragédie qu'ils avaient prévue. C'était la libération dont j'avais besoin. Je me suis levé lentement, la lettre pliée reposant toujours sur la table. Les lumières du restaurant scintillaient sur l'argenterie, accrochant les bords de l'enveloppe comme le reflet d'une lame. Ils pensaient m'avoir anéanti. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà commencé. Et si vous restez, je vous dirai exactement comment une fille silencieuse qu'ils ont essayé d'effacer est devenue la seule personne qu'ils ne pourraient jamais distancer. Quand j'ai quitté ce salon privé ce soir-là, ne serrant rien d'autre que le poids de mon propre souffle, j'ai réalisé quelque chose de simple et de tranchant. Cette lettre n'avait pas commencé sur du papier. Elle avait commencé des années plus tôt. Dans les espaces silencieux de mon enfance, écrite lentement dans les pauses, les regards, les omissions. Ma famille ne m'a pas renié à ce dîner. Il l'avait répété toute ma vie. Les gens supposent que les familles s'effondrent en un seul instant. La mienne non. La mienne s'est effilochée au fil des décennies, fil par fil, de manière si subtile qu'on pourrait confondre l'effilochage avec de l'amour. J'ai grandi dans une maison où la perfection n'était pas encouragée. Elle était exigée. Mon père, Olivier Dubois, a bâti son empire immobilier en tout mesurant. Mètre carré, taux d'intérêt, risque de marché. À la maison, il mesurait ses enfants avec les mêmes critères, valeur, rendement, valeur à long terme. Julien, mon frère aîné, rapportait toujours des chiffres qui avaient du sens pour lui. Premier de sa classe, de multiples offres de prestigieuses classes préparatoires, une admission à HEC, un esprit qui pensait en ligne droite, tout comme mon père. Et puis il y avait moi. Quand j'ai gagné mon premier concours d'écriture régionale à 12 ans, mon père a lu mon histoire, a fermé le dossier et a dit « C'est bien, Amélie, mais tu comprends que l'écriture n'est pas une carrière fiable. » Sa version d'un compliment était de me rappeler que ma réussite ne correspondait pas à la vision du retour sur investissement de la famille. Ma mère était différente, mais pas plus douce. Hélène Dubois pouvait transformer les compliments en monnaie d'échange. Elle se souciait de la présence sociale comme certains se soucient de l'oxygène. Si vous nous aviez vus à un gala, vous auriez pensé qu'elle adorait ses enfants. Et elle adorait Julien. Il était le reflet qu'elle voulait que le monde voie. Poli, contrôlé, prévisible. Moi, en revanche, j'étais le reflet qu'elle essayait toujours d'éloigner de la lumière. Lors d'événements caritatifs, elle se tenait entre Julien et moi, pour que les photographes le capturent au centre. Lors des dîners, elle le présentait toujours en premier. Voici Julien, rayonnait-elle. Il est à HEC. Il est en stage dans un grand cabinet. Il est tout ce qu'une mère pourrait demander. Puis, avec un sourire plus petit, elle ajoutait, et voici Amélie. Elle est créative. Créative était sa manière polie de dire gênante. Mais voici le point crucial que vous devez comprendre, car il relie tout. Bien avant que ma famille ne me remette cette lettre de reniement, il m'avait déjà attribué un rôle, et ce n'était pas celui de fille. C'était celui de figurante, d'arrière-plan, un accessoire qui ne s'accordait pas avec le reste de la pièce. Le vrai rebondissement, c'est que j'ai passé des années à croire que si je travaillais plus dur, que j'accomplissais plus de choses, que je parlais moins, je pourrais changer ma place dans le cadre. Ce que je ne savais pas, c'était ceci, certaines familles ne veulent pas que vous grandissiez. Elles veulent que vous rétrécissiez. Il y a eu de petits moments qui auraient dû m'alerter. Comme la nuit où j'ai ramené une note parfaite en calcul et où mon père a dit « c'est prometteur ». Julien aurait eu une meilleure note s'il avait suivi ce cours à ton âge. Ou l'après-midi où j'ai entendu ma mère dire à une voisine « Julien est notre génie ». Amélie est encore en train de se chercher. J'avais 16 ans. Je me souviens être resté dans le couloir, une pile de livres serrés contre ma poitrine, réalisant que je n'étais pas élevé. J'étais comparé. Julien n'était pas cruel, du moins pas de manière évidente. Il jouait simplement le rôle qu'on lui avait confié, celui de l'enfant prodige. Quand nous étions enfants, il corrigeait mes devoirs avec le ton d'un tuteur, pas d'un frère. Au lycée,
Quand j'ai reçu ma première offre de stage dans une entreprise de technologie, il m'a dit, c'est mignon, Amélie. Mais papa dit que tu as besoin d'une vraie voix si tu veux être prise au sérieux. Mignon. Le mot m'est tombé dessus comme de la poussière, léger, insignifiant, facile à balayer. Mais trop de poussière peut vous ensevelir. La vérité, c'est que ma famille n'avait pas besoin de crier pour que je me sente petite. Le silence faisait mieux l'affaire. Un soir, pendant ma 2e année de licence, j'ai reçu un email confirmant que j'avais remporté une bourse nationale de recherche universitaire. C'était surréaliste. J'ai imprimé l'email, pris une photo et l'ai envoyé dans la discussion de groupe familial. Les heures ont passé. Rien. 6 heures plus tard, ma mère a finalement répondu, très fière de toi, ma chérie. Nous avons un dîner de charité ce soir. Pouvons-nous partager ta nouvelle demain? Ils ne l'ont jamais partagée. C'est cette nuit-là que j'ai appris le coup d'être le mauvais enfant dans la bonne famille. Mes accomplissements n'étaient jamais ignorés parce qu'ils n'étaient pas impressionnants. Ils étaient ignorés parce qu'ils étaient les miens. J'aimerais pouvoir dire que je les ai confrontés. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste devenue plus silencieuse. Plus silencieuse jusqu'à ce que le silence devienne ma norme. Silencieuse pendant que je travaillais la nuit pour financer mes frais de scolarité. Silencieuse pendant que je construisais des algorithmes au lieu d'amitié. Silencieuse pendant que je regardais Julien briller sous des projecteurs qui ne m'avaient jamais été offerts. Silencieuse tout en rassemblant des preuves. Je ne le savais pas alors, mais ces années de silence deviendraient plus tard la partie la plus tranchante de mon histoire, la partie que ma famille n'avait jamais anticipée. Car le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, n'est pas une reddition. Le silence est une préparation. Et le jour où ils m'ont tendu cette enveloppe dans ce salon privé, ils ont pensé que mon silence signifiait la défaite. Ils n'avaient aucune idée que cela signifiait que j'étais enfin prête. Les gens pensent que le pire quand on est l'enfant oublié, c'est la solitude. Ce n'est pas le cas. Le pire, c'est la rapidité avec laquelle on apprend à se replier sur soi-même, de plus en plus petit, en espérant que quelqu'un remarquera quand on disparaîtra. Au moment où j'ai atteint ma 2e année de licence, j'avais perfectionné l'art de rétrécir. J'occupais moins d'espace. Je m'excusais pour des choses que je n'avais pas cassées. Je me mettais de côté sur les photos avant même qu'on me le demande. Le silence n'était plus seulement une habitude, mais une compétence de survie. Mais le silence, comme toute monnaie, exige finalement son paiement. Après des années à vivre dans l'ombre des attentes de ma famille, j'ai commencé à travailler de nuit dans un petit atelier de réparation informatique près du campus. Le genre d'endroit avec des néons vacillants et des étagères remplies de câbles dépareillés. Ça sentait la soudure et le plastique brûlé. Rien à voir avec le monde de verre et de marbre poli de mes parents. J'aimais cet endroit parce que personne ne se souciait de qui était ma famille. Si vous répariez correctement l'ordinateur portable de quelqu'un, il vous remerciait. Sinon, il se plaignait. Juste, mesurable, honnête. Je me souviens très bien d'une nuit. J'étais derrière le comptoir en train de changer un disque dur quand mon responsable, un homme nommé Thomas avec une haleine de café et la voix la plus douce que j'ai jamais entendue, a dit « Tu travailles plus dur que n'importe quel étudiant que j'embauche. Tu le sais, ça ?» J'ai haussé les épaules. Le travail acharné est prévisible. Les gens ne le sont pas. Il a ri, ne comprenant pas que je pensais chaque mot. Ces nuits à l'atelier ont été la première fois de ma vie où je me suis senti utile d'une manière qui ne m'obligeait pas à jouer un rôle. Pas de posture, pas de script, pas d'image fragile à maintenir. Juste des tâches, des problèmes, des solutions. Et lentement, silencieusement, ce travail m'a appris quelque chose que ma famille n'avait jamais eu l'intention que j'apprenne. La valeur n'est pas déterminée par les gens qui ne la voient pas. Le changement s'est produit pendant ma 3e année. J'étudiais l'ingénierie des données, me perdant dans les algorithmes et les modèles prédictifs, le genre de monde où des règles existent et où les résultats ont un sens. Un après-midi, j'ai reçu un email du Consortium national de technologie. Il disait « Félicitations, Amélie Dubois. Vous avez reçu la bourse nationale de recherche universitaire pour votre travail sur l'optimisation algorithmique. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis je l'ai relu, encore et encore. Cette bourse était compétitive, presque impossible à obtenir sans relation. Je l'avais méritée uniquement sur le mérite. Pour la première fois depuis des années,
j'ai senti ma poitrine se remplir de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Pas le genre de fierté que ma mère affichait sur les réseaux sociaux. De la vraie fierté. Une fierté discrète. Le genre qui s'installe dans vos côtes comme un nouveau battement de cœur. Naturellement, j'ai envoyé la nouvelle dans la discussion de groupe de ma famille. Pas de réponse. 2 heures ont passé. 4. 6. Finalement, à 23h12, ma mère a répondu. Très fière de toi, ma chérie. Nous avons une collecte de fonds ce soir. Pouvons-nous l'annoncer demain? Ils ne l'ont jamais fait. Et voici le point crucial qui relie tout. Cette nuit-là, assise seule dans ma chambre d'étudiante avec une tasse de nouilles instantanées à moitié mangée, j'ai réalisé une vérité que j'avais évitée pendant des années. Ma famille n'attendait pas que je réussisse. Ils attendaient que j'échoue assez discrètement pour que cela ne perturbe pas l'image qu'ils présentaient au monde. Leur silence n'était pas de la négligence. Il était délibéré. Rien de ce que j'accomplissais, aussi impressionnant soit-il, ne changerait jamais ma place dans leur hiérarchie. Julien serait toujours l'élu. Je serais toujours l'accessoire qu'ils ne savaient pas comment assortir. Une fois que vous comprenez un système, vous pouvez cesser d'essayer de le réparer. Vous pouvez commencer à construire le vôtre. Cette prise de conscience a tout changé. J'ai cessé d'essayer de m'insérer dans leur conversation. J'ai cessé d'attendre leur validation. J'ai cessé d'envoyer mes réussites à des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de les célébrer. Au lieu de cela, j'ai redirigé cette énergie vers le seul endroit où mon travail semblait reconnu, mes projets. Je passais des heures au laboratoire du campus, bien après que les lumières se soient éteintes. J'écrivais du code jusqu'à ce que mes doigts aient des crampes, j'étudiais des modèles jusqu'à ce que ma vue se brouille, et je lisais des études de cas jusqu'au lever du soleil. Lentement, pièce par pièce, une version différente de moi-même a commencé à prendre forme, une qui n'était pas définie par l'absence, mais par la création. À cette époque, j'ai commencé à construire le premier squelette de ce qui allait devenir plus tard PulseMap. À l'époque, ce n'était rien de plus que des lignes de code brutes et une idée fragile sur la prédiction des itinéraires de livraison avec plus de précision. Mais même dans sa forme primitive, le projet me semblait mien. Pas hérité, pas assigné, pas comparé. Mérité. Pendant ce temps, les rares week-ends où je rentrais à la maison restait exactement la même. Mon père parlant des tendances du marché. Ma mère exhibant le dernier stage de Julien comme s'il s'agissait d'une médaille. Julien me demandant comment allaient les cours du même ton que quelqu'un demande la météo. Rien n'a changé, sauf moi. J'ai commencé à regarder ma famille non pas avec désir, mais avec clarté. Ils n'étaient pas des méchants. Ils étaient simplement incapables d'aimer une fille qui ne reflétait pas les personnes qu'ils admiraient. Et si vous avez déjà connu ce genre de distance, celle qui ressemble à de l'amour de loin mais qui est un vide de près, vous savez à quel point cela peut briser une personne en silence. Mais voici le rebondissement. Cette rupture silencieuse, cette lente érosion du fait d'être invisible, a aussi construit quelque chose en moi que ma famille n'attendait pas. La résilience, la précision, un besoin de ne rien leur prouver à eux et tout à moi-même. La bourse, le travail, les longues nuits, tout cela était le début d'une vie qu'ils ne comprendraient jamais. Et la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas le voir était la raison même pour laquelle cela allait un jour briser leur illusion de contrôle. Parce que lorsqu'une personne silencieuse cesse enfin de courir après les gens qui l'ignorent, elle ne disparaît pas. Elle s'élève. Et ma famille n'avait aucune idée que j'apprenais déjà à me tenir debout. Au moment où ma dernière année d'études a commencé, je m'étais habitué à l'espace silencieux que j'occupais dans l'orbite de ma famille. Ni valorisé, ni célébré, ni détesté, simplement toléré. Une figure d'arrière-plan qu'ils ne reconnaissaient que lorsque cela profitait à l'image qu'ils cultivaient pour le monde. Mais même avec tout ce que j'avais vécu, rien ne m'avait préparé au moment où j'ai appris avec quelle facilité ils pouvaient m'effacer sans hésitation. 2 jours avant la remise des diplômes, j'étais assise dans la salle d'études du campus, révisant une simulation pour l'un de mes projets finaux. Le bâtiment était presque vide. Une pluie de fin de printemps tapotait doucement contre les fenêtres, assez régulièrement pour ressembler à un métronome. Mon ordinateur portable a sonné. Une notification de groupe familial. Mon premier instinct, de manière embarrassante, a été l'espoir. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il prévoyait quelque chose de gentil, une surprise, un geste,
une reconnaissance que j'étais sur le point de terminer quelque chose pour lequel j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. Mais quand j'ai ouvert le message, l'illusion s'est effondrée plus vite que je n'ai pu la rattraper. Une invitation de calendrier. Objet, dîner pré-remise de diplôme pour Amélie. Lieu, Maison Belmont. Code vestimentaire, semi-formel. Aucune salutation, aucune félicitation, aucune émotion, juste une instruction. J'ai cliqué sur le lien de réservation automatiquement. La page a mis du temps à charger, la roue tournante faisant de son mieux pour adoucir ce qui allait suivre. La réservation indiquait « Famille Dubois, Olivier Dubois, Hélène Dubois, Julien Dubois ». C'est tout. Mon nom, la prétendue raison du dîner, ne figurait nulle part sur la liste. Au début, j'ai pensé que c'était un bug, une erreur de formatage, une erreur dans le système. Mais le pincement au cœur dans mon estomac me disait la vérité. Il n'y avait pas de bug. Il n'y avait pas d'erreur. Je n'existais tout simplement pas dans la réservation. Une minute plus tard, Julien m'a envoyé un message privé. Ne te prends pas la tête. C'est juste le formatage. Le formatage. Ce seul mot m'en a dit plus sur ma place dans ma famille qu'une vie entière de dîners et de conversations tacites n'aurait jamais pu le faire. Je n'étais pas une personne dans leur monde. J'étais une variable, quelque chose que l'on pouvait inclure ou exclure en fonction de la présentation. Pendant un instant, la pièce est devenue légèrement floue. J'ai baissé les yeux sur le curseur lumineux de l'écran de mon ordinateur portable, clignotant patiemment comme pour me demander si je comptais continuer à faire semblant. J'ai repensé à toutes les années où j'avais vu ma famille célébrer les étapes importantes de Julien avec des photographes, des discours, des dîners traiteurs et des tenues coordonnées. Et me voilà, une réservation sans mon nom. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Pas de façon dramatique, pas d'un seul coup, mais silencieusement. De la même manière qu'une serrure s'ouvre après avoir été coincée trop longtemps. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu au message. J'ai simplement regardé la pluie strier la vitre, chaque ligne se fondant dans une autre. Et j'ai pensé, alors, c'est à ça que ressemble l'effacement. Le lendemain matin, mon université m'a envoyé l'avis officiel confirmant que j'avais obtenu un rôle de conférencière à la cérémonie de remise des diplômes. Une reconnaissance accordée uniquement à ceux qui avaient fait preuve de performance académique et de leadership exceptionnel. J'ai transféré l'email à ma famille, non pas parce que j'attendais quelque chose, mais parce qu'une partie de moi croyait encore qu'il pourrait s'adoucir, même légèrement. Ils n'ont pas répondu. Les heures ont passé, puis une demi-journée, puis une journée entière. Rien. Le silence n'était plus quelque chose dans lequel ils glissaient par habitude. C'était quelque chose qu'ils choisissaient. C'était le langage qu'ils utilisaient pour me rappeler où était ma place. Plus tard dans la soirée, en examinant les dernières modifications de mon prototype PulseMap, j'ai réalisé que le vide créé par leur silence n'était plus insupportable. Il était devenu spacieux, utile, un endroit où je pouvais construire plutôt que de me briser. Et dans ce calme, une pensée est née, que j'ai d'abord essayé d'ignorer. Peut-être que le dîner n'était pas du tout une célébration. Peut-être que c'était une transition, un tournant, un moment où ils espéraient finaliser ce qu'ils laissaient entendre depuis des années. Ce qui est étrange, c'est que votre corps connaît la vérité avant que votre esprit ne soit prêt à l'admettre. En réexaminant la réservation, mon pouls est resté stable. Mes mains n'ont pas tremblé. Mon souffle ne s'est pas coupé. Parce qu'une partie de moi, au fond, savait déjà ce qui allait arriver. Les familles ne vous renient pas toujours bruyamment. Parfois, elles arrêtent simplement de vous inclure, en silence. Et voici le point crucial qui relie tout. La nuit de ce dîner, la nuit où ma famille m'a tendu cette enveloppe, j'ai réalisé quelque chose de stupéfiant et de douloureusement clair. Ils avaient effacé mon nom de la réservation parce qu'ils croyaient m'avoir déjà effacé de leur histoire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'écrivais une fin différente bien avant qu'ils ne pensent à me retirer. Et si vous avez déjà été traité comme une pensée après coup, vous comprenez cette partie mieux que quiconque. Le moment où vous êtes exclu est souvent le moment où vous commencez à vous voir clairement pour la première fois. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti invisible à l'endroit même où vous étiez censé appartenir? Si oui, laissez un rapide commentaire, je comprends. Je veux savoir combien d'entre vous ont vécu dans ce même silence.
parce que ce qui se passe ensuite dans mon histoire, c'est ce qui arrive quand la fille invisible décide enfin qu'elle n'attend plus une place à leur table. Après la réservation sans mon nom, quelque chose en moi s'est durci, mais pas de la manière que les gens imaginent. Il n'y a pas eu de vœu de vengeance dramatique, pas de déclaration bruyante. Ce qui s'est formé à la place, c'est une clarté tranquille, le genre qui s'installe dans vos os lorsque vous cessez enfin d'attendre que les gens changent. J'ai réalisé que ma famille n'essayait pas de me faire du mal. Pas activement, pas intentionnellement. Ils vivaient simplement dans un monde où je n'avais jamais vraiment existé. Et si je voulais une vie qui semblait réelle, je devrais la construire ailleurs. Alors, je l'ai fait. Pendant que mes camarades de classe célébraient la fin de leurs études, prenaient des photos sur le campus et planifiaient des voyages sur la côte, je me suis enfermé dans le laboratoire en sous-sol du bâtiment d'ingénierie. Le bourdonnement des vieux serveurs est devenu la bande-son de mes nuits. Les lumières fluorescentes froides au-dessus de moi vacillaient juste assez pour me rappeler à quel point j'étais seul, mais être seul me semblait productif. Être seul me semblait propre. PulseMap a commencé comme rien de plus qu'un amas de scripts, de gribouillages et de modèles à moitié finis éparpillés sur mon bureau. Un moteur prédictif conçu pour aider les petites entreprises de logistique à optimiser leurs itinéraires de livraison. Pas glamour, pas de quoi faire les gros titres, mais efficace, nécessaire, juste. L'équité comptait pour moi plus que je ne voulais l'admettre. Peut-être parce que l'équité était la seule chose que mon enfance ne m'avait jamais permise. Je passais des heures à affiner le code, à tester des variantes, à simuler des scénarios. Je perdais la notion du temps jusqu'à ce que le soleil se lève et que le concierge déverrouille les portes du laboratoire pour l'équipe du matin. Certains jours, je ne mangeais que des biscuits de distributeur. D'autres jours, j'oubliais de parler jusqu'à ce que ma gorge me semble inutilisée. Les gens croient souvent que les choses qui changent votre vie arrivent avec des feux d'artifice. Les miennes sont venues avec le cliquetis doux d'un clavier et le frisson silencieux de voir une ligne de code s'exécuter enfin sans erreur. Mais PulseMap n'est pas resté un projet solo longtemps. Léo a été la première personne à remarquer ce que je construisais. Il était dans mon séminaire de modélisation de données, le genre de gars qui portait des écouteurs même quand il n'écoutait pas de musique. Il a jeté un coup d'œil à mon écran un après-midi et a dit « Cet algorithme ne devrait pas fonctionner ». Je lui ai dit que si. Il m'a demandé de le prouver. Je l'ai fait. À partir de ce moment, il était dans le coup. Une semaine plus tard, Rose nous a rejoints. C'était une étudiante en design avec les mains tachées d'encre et l'habitude de voir la beauté dans les mathématiques. Elle m'a dit que PulseMap avait besoin d'un visage auquel les humains pouvaient faire confiance, quelque chose de simple, d'honnête. Elle a dit, tu as construit le cerveau. Laisse-moi construire la peau. Ensemble, nous trois avons formé quelque chose que ma famille n'a jamais créé. Une équipe, un monde à nous. Et travailler avec eux m'a changé. Lentement, silencieusement, j'ai recommencé à rire. De petits rires au début, le genre que vous ravalez presque parce que vous n'avez pas l'habitude de vous entendre paraître heureuse. J'ai commencé à parler plus. Pas beaucoup, mais assez pour que les gens le remarquent. Assez pour que je le remarque. Pour la première fois de ma vie, ma valeur ne dépendait pas de la posture ou de la présentation. Elle dépendait de la contribution, de la logique, de l'effort, des résultats. Une nuit vers 3 heures du matin, après une percée avec la fonction de prévision adaptative de PulseMap, je me souviens m'être penché en arrière sur ma chaise, regardant les chiffres de la simulation défiler à l'écran, consommation de carburant en baisse, temps de parcours plus court, précision plus élevée. La preuve. Pas que j'appartenais à eux, mais que j'appartenais à quelque chose. Voici la partie que vous devez entendre car elle devient le tournant plus tard. Au fur et à mesure que PulseMap grandissait, moi aussi. Plus je consacrais d'heures à ce projet, moins le silence de ma famille avait de pouvoir sur moi. Leur absence a cessé d'être quelque chose à pleurer et est devenue quelque chose qui créait de l'espace. De l'espace pour travailler, de l'espace pour respirer, de l'espace pour imaginer une vie qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La nuit avant le dîner, celui où ils me remettraient l'enveloppe qui m'effacerait, je me souviens avoir regardé autour du laboratoire et ressenti quelque chose de proche de la paix. Pendant que ma famille sculptait leur image, je sculptais mon avenir. Et voici le point crucial. La partie qui change tout. PulseMap n'était pas seulement un projet. C'était la preuve que je n'avais pas besoin du nom de ma famille pour construire une vie digne d'être rappelée.
La preuve que la fille qu'il pensait invisible était devenue silencieusement quelqu'un qu'il ne pourrait jamais se permettre de sous-estimer. Si vous avez déjà dû vous construire seul, brique par brique silencieuse, alors vous comprenez le pouvoir de cette preuve. Et avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose de petit. Si vous croyez que les gens qui construisent en silence méritent d'être reconnus, appuyez sur j'aime pour aider cette histoire à atteindre quelqu'un qui en a besoin. Car ce qui se passe ensuite, c'est le moment où ma famille apprend ce que le silence peut créer quand on lui donne assez de temps. Je ne le savais pas encore, mais PulseMap était sur le point d'ouvrir la porte à un avenir qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginé. Le premier signe que ma vie était sur le point de changer est arrivé un matin si ordinaire qu'il semblait presque oubliable. Le campus était calme, les couloirs presque vides à l'exception de quelques étudiants se traînant vers leur premier cours. J'avais passé une autre nuit au laboratoire, survivant au café froid et à l'entêtement. La dernière mise à jour de PulseMap s'était enfin stabilisée, et pour la première fois, je me suis permis de me pencher en arrière sur ma chaise et de respirer. Le soleil commençait à peine à se répandre sur le sol lorsque ma boîte de réception a sonné. Je m'attendais à un autre rappel de l'université ou à une alerte système automatisée. Au lieu de cela, l'objet était simple. Demande d'information, algorithme PulseMap. Un mot simple, un petit mot. Mais parfois, les plus petits mots ont les plus grandes conséquences. À l'intérieur de l'email, le message était court. J'ai vu votre démonstration lors de la vitrine étudiante. J'aimerais en discuter. Guillaume Morin, PDG, Système Logistique Alpin. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Mon cerveau fatigué a essayé de me convaincre que c'était une farce ou une sorte d'arnaque promotionnelle, mais la signature en bas racontait une autre histoire. Elle portait un nom que j'ai reconnu instantanément. Système Logistique Alpin était l'une des plus grandes entreprises de logistique de la région. Une société qui déplaçait des millions de colis sur des milliers de kilomètres chaque semaine. Leur système était sophistiqué, puissant, coûteux. Et d'une manière ou d'une autre, leur PDG avait vu ma petite démonstration fragile. Je me souviens avoir fixé l'écran, attendant que l'incrédulité se transforme en compréhension. Elle ne l'a pas fait. Elle est simplement restée en moi comme une étincelle, silencieuse, brillante et impossible à ignorer. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé dans une salle de conférence aux parois de verre au siège de la société. Le bâtiment était tout ce que ma famille admirait, élégant, poli, moderne. Mais cette fois, je n'entrais pas dans un monde construit par eux. J'entrais dans un monde construit pour moi. Guillaume Morin est entré avec une tablette sous le bras et un regard curieux dans les yeux. Pas de scepticisme, de la curiosité. Le genre de curiosité que les gens ont lorsqu'ils évaluent le potentiel, pas le pédigré. C'est vous qui avez construit ça, dit-il en tapotant la simulation PulseMap sur son écran. J'ai hoché la tête. Seul? J'ai hésité. Principalement, avec Léo et Rose qui m'aident maintenant. Bien, dit-il. Ça veut dire que vous savez diriger. Personne dans ma famille ne m'avait jamais dit ces mots. Il a posé des questions difficiles sur l'intégrité du système, la logique de prévision, l'évolutivité. Des questions destinées à tester si je comprenais mon propre travail ou si j'avais simplement eu de la chance. J'ai répondu à chacune d'elles, pas parfaitement, pas sans défaut, mais honnêtement, de manière réfléchie, avec confiance. À la fin de la réunion, il m'a serré la main et a dit « Vous me rappelez moi-même à votre âge, sauf que vous êtes en avance sur là où j'en étais. » Cette phrase aurait dû me sembler écrasante. Au lieu de cela, elle m'a semblé être de l'oxygène. Une semaine plus tard, il m'a demandé de le rencontrer à nouveau. Cette fois, un dossier attendait sur la table. Épais, lourd, officiel. À l'intérieur se trouvait une lettre d'intention. Système Logistique Alpin souhaitait acquérir PulseMap pour 7,1 millions d'euros, et m'offrir le poste de directrice des systèmes prédictifs après l'obtention de mon diplôme. Acquisition d'actions, salaire, plein contrôle créatif sur les développements futurs. Je n'ai pas parlé pendant plusieurs secondes parce que je ne le pouvais physiquement pas. Personne n'avait jamais valorisé quoi que ce soit que j'avais construit de cette manière. Ni ma famille, ni mes professeurs en grandissant, ni le monde dans lequel j'avais été élevé. PulseMap était censé être un projet, un tremplin, un triomphe silencieux. Mais maintenant, il devenait la fondation d'un avenir que même mon imagination n'avait pas osé envisager. Je n'ai pas signé immédiatement. J'ai ramené le contrat à la maison.
J'ai lu chaque clause, chaque souligne, chaque note de bas de page. J'ai surligné les problèmes, pris des notes, posé des questions. Je voulais être absolument certaine que le système que j'avais construit, le système qui avait grandi du silence, de la solitude et d'une résilience obstinée, ne serait pas avalé tout rond ou remodelé en quelque chose que je ne reconnaîtrais pas. Quand je l'ai finalement signé, le stylo n'a pas tremblé. J'ai ressenti un sentiment d'équilibre, pas de victoire, pas de vengeance, d'équilibre. Comme si l'univers avait enfin ajusté la balance qui avait toujours penché en faveur de ma famille. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai imprimé le contrat final et l'ai tenu dans mes mains. Le papier semblait plus lourd que la lettre de reniement que ma famille me donnerait quelques jours plus tard. Plus lourd, mais plus stable. Je l'ai glissé dans un dossier. Un dossier que j'apporterais bientôt à un dîner où il prévoyait de m'effacer. Un dossier qui reposerait sur la table comme une rébellion silencieuse. Voici la partie qui me reste encore. Ma famille croyait se préparer à couper les ponts avec la version la plus faible de moi. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de rencontrer la plus forte. Et voici la question à laquelle je veux que vous réfléchissiez. Si votre famille essayait de vous renier la même semaine où vous concluiez un accord de plusieurs millions d'euros, leur diriez-vous la vérité ou les laisseriez-vous partir en pensant que vous aviez échoué? Commentez votre réponse. Je veux voir comment différentes personnes joueraient ce moment, car ce qui s'est passé ensuite est devenu le moment où mon silence a finalement parlé plus fort que leur héritage. La nuit où j'ai signé le contrat avec Système Logistique Alpin, quelque chose en moi s'est finalement aligné. Pas bruyamment, pas triomphalement, juste correctement. C'était comme entendre une note s'accorder après des années de légère fausseté. Ma vie n'avait jamais correspondu au rythme que ma famille m'imposait. Mes PulseMap, cet avenir que j'avais construit en silence, en privé, s'accordait parfaitement. Quand j'ai posé le dossier contenant le contrat signé sur mon bureau, je n'ai pas ressenti le besoin de célébrer. Je n'ai même pas ressenti de soulagement. Ce qui m'a envahi à la place, c'est une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Pour la première fois de ma vie, ma valeur ne dépendait plus de l'approbation de qui que ce soit. Ni de mon père, ni de ma mère, ni de Julien, et certainement pas du monde qui m'avait toujours traité comme une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je n'étais plus une note de bas de page. Mais la liberté a une étrange façon d'aiguiser le passé. Une fois sorti de l'ombre des attentes de ma famille, j'ai commencé à voir chaque moment de mépris, chaque insulte silencieuse, chaque réussite effacée, non pas comme des blessures, mais comme des données, des schémas, des preuves. Et ainsi, sans le planifier consciemment au début, j'ai commencé à les collectionner. J'ai ouvert un nouveau disque crypté sur mon ordinateur portable et l'ai intitulé Archives. Simple, sans prétention, presque ennuyeux. Mais à l'intérieur, j'ai commencé à assembler la trace écrite de ma vie, celle que ma famille n'avait jamais pris la peine de remarquer. J'ai sauvegardé le code source de PulseMap, chaque version, chaque itération. J'ai sauvegardé les lettres de l'université, des comités de bourse, des laboratoires de recherche. J'ai sauvegardé l'email de Guillaume Morin demandant une réunion. J'ai sauvegardé l'offre mise à jour. J'ai sauvegardé le contrat signé et la confirmation de virement qui a suivi. Chaque fichier était horodaté, organisé, documenté. Pas par vengeance. Pas au début. Je l'ai fait parce que je savais, dans une partie silencieuse et instinctive de moi-même, que le monde dans lequel ma famille vivait ne respectait que les choses écrites sur papier, les choses avec des signatures et des chiffres, les choses qui pouvaient être mesurées. Et j'étais enfin en train de construire quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer, même s'ils essayaient. Pendant ce temps, la maison des Dubois continuait sa performance habituelle. Ma mère postait des photos de galas de charité. Mon père partageait des articles sur les tendances du marché. Julien envoyait dans notre discussion de groupe des photos de lui serrant la main de cadres 2 fois plus âgés que lui. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a demandé pour la remise des diplômes. Personne ne m'a demandé pour PulseMap. Leur silence me piquait autrefois. Maintenant, ils ne faisaient que confirmer ce que je savais déjà. Ils ne prêtaient pas attention. Et les gens qui ne prêtent pas attention ne peuvent pas voir ce qui s'en vient. Un soir, quelques jours avant le dîner qui allait devenir le tournant de ma vie, je me suis retrouvé assise dans mon appartement avec toute l'archive ouverte sur mon écran. Des rangées de preuves, des colonnes d'étapes importantes, des années de travail silencieux. J'ai regardé la collection et une pensée étrange s'est installée en moi.
Je ne préparais pas ces documents pour les montrer au monde. Je les préparais pour un public spécifique, un public qui ne m'avait jamais écouté, ma famille. C'est là que j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais voulu admettre. La douleur d'être invisible ne disparaît pas quand on réussit. Elle devient simplement plus silencieuse, plus facile à porter, mais jamais partie. Pourtant, quelque chose était différent maintenant. Leur opinion ne déterminait plus ma direction, mais elle déterminerait le moment où nos chemins se sépareraient enfin pour de bon. Mes doigts ont survolé le dossier avant que j'imprime une copie physique du contrat. Le papier est sorti de l'imprimante, chaud et lisse, l'encre encore fraîche. Je le tenais de la même manière que quelqu'un pourrait tenir une lettre d'un futur soi, un futur qu'il n'avait jamais imaginé pour moi. Je l'ai glissé dans un dossier gris neutre, de la même couleur que la salle de conférence où Guillaume Morin m'avait dit pour la première fois que j'étais une leader. Le même gris que ma mère réservait aux choses qu'elle considérait comme banales. Quelle poésie, ai-je pensé, que le dossier contenant la réalisation la plus importante de ma vie paraisse ordinaire à quiconque ne l'ouvrirait pas. La veille du dîner, j'ai soigneusement rangé l'archive dans mon sac. Mon appartement semblait particulièrement silencieux, mais pas le genre de silence solitaire avec lequel j'avais grandi. Ce silence semblait mérité, stable, intentionnel. J'ai fait le tour de la pièce, éteignant les lumières une par une, laissant l'obscurité s'installer derrière moi. Chaque clic d'interrupteur ressemblait à la fermeture d'un chapitre dont je n'avais plus besoin. Et c'est ici que réside le point crucial de ce moment, car c'est la partie que la plupart des gens n'attendent pas. Quand ma famille m'a invité à ce dîner, ils pensaient me donner leur jugement final. Ils croyaient mettre fin à quelque chose. Ils n'avaient aucune idée que je venais avec ma propre fin, préparée, une fin écrite avec une encre qu'ils ne pourraient jamais effacer. Alors que je fermais la fermeture éclair de mon sac et que je posais ma main sur la porte de l'appartement, une seule pensée m'a traversé avec la calme certitude de la vérité. Ils allaient présenter leur lettre, mais j'apportais la mienne. Et quand deux histoires entrent en collision, la plus forte n'est pas toujours celle qui est dite à voix haute. Avant de sortir, j'ai aperçu mon propre reflet dans la fenêtre. Silencieuse, posée, quelqu'un que je reconnaissais enfin. Si vous avez déjà eu à préparer la preuve de votre propre valeur parce que les personnes les plus proches de vous refusaient de la voir, alors vous comprenez ce que l'on ressent à ce moment-là. Et voici la question sur laquelle je veux que vous méditiez, car elle prépare le terrain pour tout ce qui suit. Si vous aviez la chance de montrer à votre famille exactement qui vous êtes devenu sans eux, la saisiriez-vous? Pensez-y, car le prochain chapitre est la nuit où j'ai répondu à cette question. La veille du dîner, la ville semblait étrangement silencieuse, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. La pluie pressait légèrement contre les fenêtres de mon appartement, estompant les lumières extérieures en de longues traînées d'or et de blanc. C'était le genre de temps qui rend le monde plus doux, comme si même le ciel expirait. J'étais assise à mon bureau, le dossier gris posé devant moi. Son poids n'était pas physique. Il était symbolique. Des années de travail, des années de silence, des années d'invisibilité jusqu'à ce que je choisisse d'être visible. J'ai posé ma main sur le dossier et j'ai senti la fraîcheur de la couverture. Un rappel que la preuve n'a pas besoin d'émotion. La preuve a simplement besoin d'exister. Pendant que le reste du monde se préparait pour une nuit ordinaire, je me préparais pour quelque chose de complètement différent. Le moment où ma famille essaierait de mettre fin à mon histoire, et le moment où je révélerais que j'avais déjà écrit une fin différente. Je me suis préparé une nouvelle tasse de café, l'arôme remplissant le petit espace, m'ancrant. Mon appartement était silencieux, mais pas du genre de silence solitaire avec lequel j'avais grandi. Ce silence était le mien, quelque chose que j'avais mérité, quelque chose que je contrôlais. C'était comme se tenir dans une pièce où les échos m'appartenaient enfin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai parcouru l'archive une dernière fois. Les horodatages brillaient à l'écran, des rangées de preuves indéniables, mes réalisations, mes contrats, ma trajectoire. Chaque fichier était un rappel qu'un succès construit en silence était toujours un succès, parfois même plus fort, parce que personne ne l'avait vu venir. Il m'a alors frappé à quel point demain serait différent de toutes les réunions de famille précédentes. Par le passé, j'étais entré à ces dîners en essayant de m'intégrer à une place que je n'avais jamais vraiment eue. Demain, je ne marcherai pas vers eux avec de l'espoir. Je marcherai vers eux avec de la certitude. Ils apportaient leurs lettres. J'apportais ma vie. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement. Le léger clic de sa fermeture m'a semblé final, presque cérémoniel,
comme sceller un chapitre que je n'avais plus besoin de revisiter. Je suis allé au miroir, étudiant le reflet qui me regardait. Pas la fille qui se faisait toute petite sur les photos de famille. Pas l'étudiante qui attendait des messages qui n'arrivaient jamais. Certainement pas la fille effacée d'une réservation de dîner. Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de stable. Quelqu'un qui s'était construite à partir de nuits seules et de journées passées à résoudre des problèmes que personne ne pensait qu'elle pouvait résoudre. Quelqu'un qui comprenait que la force tranquille n'était pas de la faiblesse. C'était de la stratégie. J'ai attaché mes cheveux en arrière, lissant les mèches. Puis j'ai choisi la tenue pour demain avec soin, non pas pour impressionner ma famille, mais pour me rappeler qui j'étais maintenant. Des lignes épurées, des couleurs sourdes, ni dramatiques, ni tape à accent grave l'œil, juste indéniable. Alors que je posais les vêtements sur le lit, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Au plaisir de te voir demain. Ne sois pas en retard. Pas d'émoji cœur, pas de chaleur, juste une instruction, comme toujours. J'ai regardé le message pendant un long moment. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il ne le faisait pas. Il fut un temps où un message comme celui-là m'aurait laissé désemparé, me demandant ce que j'avais fait de mal, ce que je pouvais réparer, ce que je pouvais changer. Mais maintenant il ne faisait que confirmer ce que j'avais déjà accepté. Je n'entrais pas dans leur monde demain en quête d'acceptation. J'y entrais pour clore un chapitre dont ils ne réaliseraient la fin que trop tard. J'ai placé doucement le dossier gris dans mon sac. La fermeture éclair a glissé sur le dessus avec un doux bourdonnement, scellant tout à l'intérieur. Ce son ressemblait à une frontière, une ligne tracée nettement entre la fille qu'il méprisait et la femme que j'étais devenue. Avant d'aller dormir, je suis sorti sur mon balcon. L'air sentait la pluie et l'acier de la ville. En dessous de moi, les phares dérivaient à travers les flaques, se fondant les uns dans les autres comme des reflets mouvants. Quelque part dans cette mosaïque de lumière, j'ai imaginé l'avenir qui m'attendait, un avenir non lié à leur approbation. Et voici la vérité que je n'ai pas pleinement comprise jusqu'à ce moment. Parfois, les moments les plus transformateurs de la vie se produisent bien avant la confrontation elle-même. Parfois, la transformation vient de la décision silencieuse de cesser de chercher la permission de personnes qui n'ont jamais eu l'intention de la donner. J'ai pris une longue inspiration, laissant l'air frais s'installer profondément dans mes poumons. Demain ne consistait pas à prouver quoi que ce soit. Demain consistait à révéler ce qui était déjà vrai. Alors que je me retournais pour rentrer à l'intérieur, une pensée m'a traversé l'esprit, vive, indéniable, presque électrisante. Ma famille croyait être prête à livrer une fin. Ils n'avaient pas envisagé la possibilité que j'apporte un commencement. Cela m'a fait me demander quelque chose sur lequel je veux maintenant que vous réfléchissiez aussi. Si vous saviez que demain serait le jour où votre famille verrait enfin qui vous êtes vraiment devenu, entreriez-vous dans cette pièce en silence? Ou feriez-vous en sorte que le silence parle pour vous? Parce que la prochaine partie de cette histoire est là où mon silence devient enfin impossible à ignorer. Le soir suivant, le ciel au-dessus de la ville avait un aspect étrangement poli, comme si la pluie de la nuit précédente avait tout nettoyé. Mon reflet dans la porte vitrée de la maison Belmont me regardait, stable, posé, quelqu'un que je reconnaissais enfin. Je suis entré. Le restaurant sentait le beurre de truffe et la fumée de bougies, une odeur que j'avais connue toute ma vie, mais à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu. L'hôtesse a levé les yeux, a reconnu le nom du bois et m'a guidé vers le salon privé sans vérifier la liste. Cela seul m'a tout dit sur le monde dans lequel ma famille vivait. Les portes s'ouvraient pour eux automatiquement. Jusqu'à ce soir. Ma famille était déjà assise sous un halo de lumière de lustre, mise en scène comme un portrait. Le sourire étudié de ma mère. La posture autoritaire de mon père. Julien ajustant ses boutons de manchette comme s'il se préparait pour une conférence de presse. Pendant un instant, personne ne s'est levé. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne n'a dit « Nous sommes fiers de toi ». Juste trois pères Dieu me regardant marcher vers mon siège comme si j'étais un inconvénient programmé. Ma mère a été la première à briser le silence. « Amélie, ma chérie, tu es juste à l'heure. » Sa voix était chaleureuse, mais du genre de chaleur qui ne rayonne pas, elle réfléchit. Avant même que j'aie fini de m'installer, un serveur s'est approché et a placé une enveloppe blanche devant moi. Le même genre d'enveloppe que la nuit où ils m'ont rogné sur le papier, bien avant d'oser le faire à voix haute. Mon père s'est éclairci la gorge.
Il est temps que nous formalisions les choses, dit-il. Formaliser, comme si j'étais un contrat qu'il devait résilier. Julien a légèrement incliné son téléphone, prétendant faire défiler quelque chose, mais je pouvais voir l'appareil photo ouvert dans le coin de l'écran. Il voulait capturer le moment où je craquerais. Mais je n'ai pas craqué. J'ai pris l'enveloppe calmement, glissant un doigt sous le rabat. À l'intérieur se trouvait un document imprimé sur du papier épais, leur type de papeterie préféré pour les trahisons émotionnelles importantes. Nous révoquons par la présente tous les liens, obligations et connexions familiales avec Amélie Rose Dubois. Les signatures se trouvaient en bas, nettes, confiantes, comme si renier une fille était aussi simple que d'autoriser un virement bancaire. Ma mère a posé une main sur son verre de vin, son expression s'adoucissant avec une sympathie répétée. C'est pour le mieux, ma chérie. Vraiment. J'ai plié la lettre une fois, puis une deuxième fois, et je l'ai placée à côté de mon assiette comme une serviette dont je n'avais plus besoin. Merci, ai-je dit. Julien a cligné des yeux. Attends, tu nous remercies? Oui. Pour la clarté. La table est devenue silencieuse. Quelqu'un à la table voisine a ri, ignorant qu'ils étaient assis à côté d'une famille en train de se dissoudre. La voix de mon père s'est tendue. Ce n'est pas une négociation, Amélie. J'ai hoché la tête. Tant mieux, parce que je ne suis pas venu ici pour négocier. J'ai pris dans mon sac le dossier gris, celui que j'avais porté comme une promesse silencieuse la nuit précédente. Je l'ai posé sur la table et l'ai glissé vers eux. Qu'est-ce que c'est? A demandé mon père, la suspicion vacillant sur son visage. Ma vie, ai-je dit. Celle sur laquelle vous n'avez pas posé de questions. Ma mère a hésité avant de l'ouvrir. Quand elle l'a fait, son souffle s'est coupé de manière presque imperceptible. Julien s'est penché en avant, son visage perdant sa confiance suffisante. La mâchoire de mon père s'est contractée si fort que j'ai pu entendre le claquement de ses dents. À l'intérieur du dossier se trouvait la lettre d'acquisition. Système logistique alpin. 7,1 millions d'euros. Directrice des systèmes prédictifs. Mon nom en haut, écrit avec une encre que personne ne pouvait effacer. Ma mère a levé les yeux la première. Tu as vendu quelque chose? Un programme? Non, maman. J'ai construit quelque chose. Et oui, je l'ai vendu. Le visage de mon père a rougi. Sans nous consulter? La question m'a stupéfié, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la sensation d'étrangeté, comme s'il croyait avoir encore son mot à dire dans l'architecture de ma vie. Sans vous consulter, ai-je répété, parce que ce n'est pas votre vie. Julien a expiré brusquement. C'est dingue. Tu veux dire que toi, entre toutes les personnes, tu as conclu un accord de plusieurs millions d'euros? J'ai souri doucement. De la manière dont quelqu'un sourit lorsqu'une tempête qu'il a traversée se calme enfin derrière lui. Oui, Julien. Moi, entre toutes les personnes. Pour une fois, il n'avait rien à dire. Ma mère a baissé la lettre et a murmuré, à peine audible. Nous ne savions pas. Je sais, ai-je dit. Le silence qui a suivi n'était pas le silence du mépris, celui avec lequel j'avais grandi. C'était le silence de la prise de conscience, le silence d'une histoire qui se retourne sur elle-même. Je me suis levé, prenant mon sac du dossier de la chaise. Vous pouvez garder votre lettre, leur ai-je dit. Je n'en aurai pas besoin. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose. 3 paires d'yeux se sont levés vers moi, stupéfaites, confuses, réalisant soudainement qu'elles avaient mal calculé. Vous n'avez mis fin à rien ce soir. Vous avez juste confirmé que je n'ai jamais eu besoin de vous pour commencer. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, dépassant la lumière du lustre qui me faisait autrefois me sentir petite. Maintenant, elle ne faisait que refléter la personne que j'étais devenue. Et voici la question sur laquelle je veux que vous méditiez. Que feriez-vous si la famille qui vous a effacé réalisait soudain que vous êtes devenu quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais contrôler? Avant de continuer, dites-le moi dans les commentaires. Seriez-vous parti en silence comme moi? Ou auriez-vous commandé un dessert juste pour les mettre mal à l'aise? J'ai besoin de savoir dans quelle équipe vous êtes, car la dernière partie de cette histoire est ce qui se passe après que la porte se soit refermée derrière moi. Quand j'ai quitté ce salon privé ce soir-là, l'air semblait plus froid que prévu. Pas rude, pas mordant, juste pur.
Pur comme un couloir après que les lumières se soient éteintes. Pur comme une scène après que les acteurs soient partis. Pur comme une vie quand on cesse enfin d'essayer de mériter un rôle qui n'a jamais été écrit pour vous. Je n'ai pas regardé en arrière. Les gens imaginent toujours la vengeance comme un moment dramatique, un cri, une porte qui claque, une dernière réplique intelligente. Mais parfois, la vengeance est juste le son feutré de vos talons sur le sol en marbre, pendant que les gens qui vous ont sous-estimé sont assis derrière un mur de verre, réalisant trop tard que l'histoire qu'ils pensaient contrôler leur a échappé des mains. Quand la porte du restaurant s'est fermée derrière moi, c'était comme un signe de ponctuation. Pas un point virgule. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers la rue. Je m'attendais à un message de Guillaume Morin ou peut-être à une autre mise à jour du système des serveurs PulseMap. Au lieu de cela, c'était un texto de Julien. On ne voulait pas que ça se passe comme ça. On peut parler ? J'ai regardé le message pendant un long moment, voyant la petite bulle de saisie apparaître et disparaître, comme s'il ne savait pas quoi dire ensuite. Mais ces mots ne ressemblaient pas à des excuses. Il ressemblait à quelqu'un qui réalise qu'il a abattu un arbre sans remarquer qu'il avait déjà développé des racines hors de sa portée. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement éteint l'écran de mon téléphone et l'ai glissé dans mon sac. Certains messages ne sont pas destinés à recevoir une réponse. Ils sont destinés à résonner. Dehors, la ville pulsait à son rythme habituel. Des joggeurs en veste vive, le grondement des trains qui passent, le faible bourdonnement des feux de circulation qui changent de couleur. C'était ancrant, honnête. Les villes ne font jamais semblant. Elles se fichent de qui est votre famille ou de ce que signifie votre nom de famille. Soit vous construisez quelque chose ici, soit vous ne le faites pas. Et j'avais construit quelque chose. En arrivant à mon appartement, j'ai posé le dossier gris sur le comptoir, juste à côté d'une photo encadrée de ma lettre d'acceptation à l'université. Non pas parce que j'avais besoin de me vanter à moi-même, mais parce que je voulais me souvenir de deux choses côte à côte. Qui j'étais et qui j'étais devenu. J'ai sorti la lettre de reniement que mes parents m'avaient remise au dîner. Le papier semblait soudainement petit, presque fragile. Un document destiné à me définir réduit à rien de plus qu'un rappel de ceux qui n'avaient plus le droit de parler de mon avenir. Je l'ai glissé derrière la lettre d'acceptation encadrée. Pas caché, juste classé, rangé, archivé. Une preuve de ce qui était. Une preuve de ce qui a changé. Le soleil du matin filtrait dans l'appartement, traversant les stores en longue forme rectangulaire qui tombaient sur le sol. J'ai fait du café comme je l'aimais, assez fort pour réveiller l'âme, assez silencieux pour ne pas interrompre le calme. En posant la tasse, quelque chose s'est mis en place. Une prise de conscience que je n'avais pas pleinement ressentie jusqu'à ce moment. Je n'avais pas perdu une famille. J'avais perdu une frontière qui n'avait jamais été la mienne à porter. Ce silence. Les gens craignent le silence d'être seuls. Soudain, il m'a semblé paisible, choisi, mérité. Pendant ce temps, ma boîte de réception se remplissait rapidement. Les médias reprenant l'acquisition de PulseMap. Un message de Guillaume me félicitant à nouveau. Des investisseurs me contactant. Des invitations à des conférences, des panels, des opportunités. Le monde, semblait-il, m'attendait pendant que j'attendais une famille qui n'avait jamais regardé dans ma direction. Je suis sorti sur mon balcon, la ville s'étendant largement sous moi, des voitures glissant sur les rues mouillées, de la vapeur s'élevant des bouches d'aération sur le trottoir. Pour la première fois, je ne me sentais pas éclipsé par la ligne d'horizon. J'en faisais partie. Et voici la partie qui m'a le plus surprise. La vengeance n'avait pas le goût du feu. Elle avait le goût du calme. Le genre de calme que l'on gagne après s'être choisi dans un endroit où l'on vous a dit un jour que vous n'aviez pas votre place. Ma famille m'a effacé, mais ils m'ont aussi libéré. Ils m'ont libéré pour construire. Ils m'ont libéré pour m'élever. Ils m'ont libéré pour devenir quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas revendiquer, ne pouvaient pas mesurer, ne pouvaient pas diminuer. Quelqu'un que je reconnais maintenant. Quelqu'un que j'aime enfin.